Salut à tous, bienvenue sur Take Control Now. Pour commencer, je souhaiterais vous souhaiter une bonne année 2022. Cette année, je vais essayer d'être un petit peu plus régulier au niveau des épisodes et de la publication de podcast. Comme je l'ai mentionné dans un post LinkedIn, j'ai revu ma façon de produire le podcast et j'espère que ça va me motiver à en faire plus. Aujourd'hui, je vous présente Xavier Clairbout. Xavier, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup, que j'apprécie sa franchise et son parcours. Il a bien voulu nous partager son parcours et aborder certains sujets importants pour lui. Donc on a échangé entre autres sur les différentes casquettes qu'il a eues au cours des 15 dernières années, comment il a vécu la transition de passer d'un petit village français à la Suisse romande, donc il a changé d'environnement. Et pour finir, on aborde plusieurs sujets, entre autres l'importance de l'entourage, le manque de reconnaissance, l'altruisme, la peur de l'inconnu. Et on a aussi abordé les questions autour de son homosexualité, ainsi que de burn-out, et comment il a fait pour remonter la pente après un burn-out. Bonne écoute, et à tout bientôt pour un prochain épisode. Salut Xavier, comment vas-tu ? Salut Tony, ça va bien et toi ? Bien, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Qui es-tu et que fais-tu ? Alors, Clairbout Xavier, comment expliquer un peu tout ça ? 36 ans et puis aujourd'hui je suis directeur salarié d'une société de finance. Merci. On va essayer juste de décontracter un petit peu l'ambiance vu que je te sens stressé. Ouais, c'est normal. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas ? Sur moi, oui. J'ai appris moi il y a pas très très longtemps, enfin il y a une petite année de ça, que j'étais un HPE. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un HPE ? Alors un haut potentiel émotionnel. En fait, en quelques lignes, j'ai découvert, en ayant suivi une certaine thérapie par rapport à des problèmes que j'avais avec les émotions, on a fait certains tests et on a découvert en fait que je fonctionne énormément par ça. Et j'ai un certain potentiel en fait à d'être certaines choses, à pouvoir évoluer et évoluer très rapidement dans la vie, dans ce que je fais. Mais je fonctionne beaucoup par rapport aux émotions. Ok, merci. En gros. En 2020, moi j'ai fait un choix fort de quitter le salariat et de me lancer à mon compte. Et au vu de ton parcours, que je connais un peu bien, parce qu'on se connaît depuis de longues années, je sais que tu en as fait tout plein. Entre autres, tu as grandi en France et après tu es venu en Suisse plus tard pour des questions professionnelles. Est-ce que on va commencer par le commencement ? Tu rêvais de faire quoi étant petit ? J'ai eu plusieurs rêves. Gendarme, mais j'étais trop petit. Pompier. Ça, j'ai pu le faire pendant quelques années ici en Suisse. Mais oui, c'était toujours, en fait, toujours un lien avec s'occuper des gens, en fait. Ok. Et du coup, à l'école, il était comment Xavier ? Un cancre, on va dire, non, un joyeux drill. Alors, je m'en sortais très facilement à l'école sans forcément suivre les cours. Mais par contre, j'étais très très pénible, je pense, pour mes instits ou mes profs, puisque comme les choses ne m'intéressaient pas tout le temps forcément, j'embêtais un peu tout le monde, on va dire. Je crois connaître un petit peu la situation. Donc, tu as fait tes études dans le nord de la France. Tu as terminé en 2004 avec un bac scientifique. Un niveau bac scientifique. Un niveau bac scientifique. Ça veut dire que j'ai passé l'examen, je ne l'ai pas eu, de très très peu, mais j'ai pas eu le diplôme. Ok, donc tu as fini tes études avec un niveau bac scientifique. Voilà. Et tu as donc scientifique orienté mathématiques. Ouais. Ok, et tu as directement enchaîné avec un premier job d'éducateur. En quelque sorte, ouais. En fait, pendant le temps que j'étais en études, j'avais passé un diplôme d'animateur, parce qu'en France, on a la chance de pouvoir passer un diplôme d'animateur pour pouvoir faire des centres de loisirs. Et en fait, grâce à ce diplôme qui s'appelle le BAFA, j'ai pu directement trouver un poste aujourd'hui en tant qu'animateur à cette époque-là dans les centres sociaux, en fait. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es parti dans cette voie-là
à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu faisais exactement pendant ces années dans ce premier travail? Alors pourquoi partir là-bas? C'est très simple. C'est en fait j'ai commencé ma vie d'adolescent, on va dire, à éduquer mes petits frères. Puisque j'avais un père qui était éleveur de lapins, qui passait beaucoup de temps hors de la maison. Et puis une maman qui était auxiliaire puéricultrice et qui passait ses soirées dans les bâtiments avec mon père. Ce qui fait que, voilà, en tant qu'ado, on va dire, mon adolescence, j'ai plus passé à éduquer mes petits frères que avoir une adolescence où on va aller jouer un peu à droite, à gauche, aller faire des soirées ou autre. Ça, je l'ai pas vraiment connu, en fait. Ce qui fait que, chaque été, je fais des centres d'animation, des centres aérés, ce qu'on appelle les centres aérés, des centres d'animation, en fait. Et ce qui m'a permis, en fait, d'avoir un poste. Comment j'ai eu ce poste, quand j'étais tout petit, j'étais dans ce centre-là à l'époque. Ce qui fait que, je suis arrivé plus grand. Et voilà, j'ai postulé, et puis par rapport à mes expériences que j'avais en tant qu'animateur, ils m'ont pris un poste en tant qu'emploi jeune. Ok, top. Et ces années d'éducateur que tu as fait du coup en France, ouais. Elles se sont bien passées ou... Il y a toujours il y a toujours du plus et du moins dans chaque métier, je pense. Et on m'avait promis des choses, on m'avait toujours promis de passer un diplôme, donc un brevet... pour être vraiment éducateur en France. En parallèle, j'avais passé des diplômes d'éducateur, mais de handball, parce que j'ai entraîné depuis quelques années au handball, puis ça fait tellement longtemps que je joue au handball. Ça m'a permis un peu de regrouper les deux, et puis c'est vrai que quand on est dans un travail, qu'on se promet des choses et que rien n'évolue, c'est vrai qu'en moment donné, on a l'impression de stagner. Ok. Suite à cette première expérience, tu es arrivé en Suisse, et comment ça s'est passé en fait la transition donc de métier? Donc si je me trompe pas, tu es arrivé en Suisse avec la même casquette d'éducateur, à peu de choses près. Ouais. Mais du coup, comment ça s'est passé en termes déjà professionnels et aussi personnels? Alors professionnellement parlant, j'avais la chance en tant que travailler dans les centres sociaux, d'avoir le mois de juillet complet de vacances. Et financièrement, on va dire qu'un animateur, éducateur social, sportif, préventif ne gagne pas forcément un salaire très élevé. J'étais au niveau du SMIG et j'étais entouré de personnes que je m'occupais de leurs enfants qui gagnaient autant que moi en restant à la maison. Donc j'étais un peu frustré à ce niveau-là. Mais voilà, j'avais à cette époque-là une copine qui venait travailler en Suisse l'été dans une école privée. Et elle m'avait proposé ça, d'aller passer en fait un mois de vacances entre guillemets à deux, où qu'on allait travailler 5 jours et nous aurions eu 2 jours de repos ensemble. Et en fait, je me suis inscrit dans cette aventure et puis on m'a contacté pour aller travailler là-bas en fait. Donc juste pour faire un été d'animateur en fait de camp de vacances. Ok, donc tu as démarré sur un contrat à durée déterminée sur une période de vacances et après... on t'a proposé en fait de venir après, temps plein. On peut dire honnêtement qu'on m'a débauché de la France pour venir travailler en Suisse pour prendre le responsabilité de l'animation de toute l'école. Ok, donc est-ce qu'on peut mentionner l'école? Oui, l'école du Pré-Fleury, okay. À Villars-sur-Glâne. Parfait, donc tu es arrivé à Villars. Ce changement, donc tu étais au nord de la France, tu es arrivé en Suisse. Au niveau personnel, ça s'est passé comment? Ou au niveau familial ou entourage? Alors, au niveau personnel, il m'a fallu prendre une décision en 15 jours. Donc c'est beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations pour prendre une décision de tout quitter et partir. Forcément, niveau salaire, forcément la Suisse c'était quand même mieux loti que la France, donc ça pesait sur la balance. Puis après en France, le nord de la France, c'est pas vraiment une région que je trouvais qu'on puisse évoluer professionnellement parlant et même personnellement, puisque je passais quand même pas mal de temps entre les week-ends, c'était plutôt les handballs, les soirées, on n'en peut finir. Et puis les dépenses un peu à droite et à gauche, et puis certaines bêtises qui ont été faites également, il faut pas le cacher, j'en ai fait aussi, même en tant qu'animateur ou responsable d'enfants. J'ai fait mes bêtises et puis je me disais c'était une belle façon pour pouvoir tout couper en fait. Ok, et du coup à ce moment-là, vu que c'est un des gros choix que t'as fait dans ce début de carrière, de quitter ta maison en gros, et de partir à, je sais pas, 800, 1000, 1200 km, je sais pas combien c'est. 800 km, okay. C'est déjà pas mal. Voilà. Et du coup, de vraiment tout quitter et redémarrer quelque chose à zéro, ça t'a fait du bien? C'était dur.
au départ. Au niveau du job, c'était très bien parce que on m'a donné des responsabilités. Ça veut dire que ça me permettait un peu de me valoriser parce que malheureusement le système d'éducation française, on n'est jamais là pour encourager les gens, mais plutôt pour les rabaisser. On est toujours capable de dire ça va pas, mais on n'est pas capable de dire ça va. Et continue parce que on est content de ce que tu fais. Et ça, je l'ai retrouvé dans l'école du Pré-Fleury en fait. Donc j'avais une directrice, Madame Ducas, qui est toujours directrice de l'école aujourd'hui, qui était à peu près encore aujourd'hui pour moi une deuxième maman. Du coup, ça c'était en juin 2008 à peu près, ou l'été 2008. Tu commences du coup une nouvelle aventure en Suisse, donc dans un nouveau pays pour toi, dans l'école de Pré-Fleury, en tant qu'animateur, éducateur. Et là, comment ça se passe ton arrivée, et puis comment ça se passe tes 4 années à Pré-Fleury? Alors, très bien accueilli par tout le monde, très chaleureux. Après, on a l'impression, j'avais vraiment l'impression d'être dans une famille. Mes collègues, ils appréciaient vraiment le travail que je faisais. Je pense que c'est même pour ça aussi que ma directrice à l'époque m'avait engagé. Et puis c'était surtout la diversité que je pouvais proposer à tout le monde, au niveau que ce soit aussi bien au niveau sportif, sur le point sportif que sur le point animation pure, des jeux et autres, et puis à l'écoute des enfants. Tout le monde le rendait bien en fait. Donc c'est vrai que pendant toutes ces années passées au Pré-Fleury, je comptais pas mes heures parce que il n'y avait pas besoin de les compter. Mais derrière, il y a toujours une reconnaissance de tout le travail qui a pu être fait. Et pour moi, c'est ce qui avait le plus important en fait dans tout ça. Moi, je me pose plein de questions par rapport à ce fait de changer complètement de lieu géographique et de redémarrer quelque chose. T'es arrivé en Suisse, t'avais plus d'entourage, si je peux le dire comme ça, ou peut-être même... Presque, on va dire en fait, puisque j'avais déjà un collègue, Christophe, avec qui j'avais eu l'occasion de faire 1 ou 2 camps avec, qui m'avait permis déjà d'avoir une certaine complicité, et qui était mon collègue direct, ce qui fait que l'avantage que j'avais, c'est le soir, j'avais des coups de blues ou autre, je pouvais rester à l'école, parce que Christophe vivait à l'école, il était le responsable de l'internat, puis on passait une soirée à 2, et puis on refaisait un peu le monde, ce qui permettait pour moi de me dire, en fait, je suis pas si seul que ça. Et quelques temps après, c'est là où on s'est rencontrés, nous, c'est que tu as pris contact avec le club de handball, un club de handball de la région, donc c'était à Vevey, et du coup tu t'es refait un groupe de connaissances, je dirais, pour faire simple. À quel point ça a été important, ou qu'est-ce que tu as mis en place pour justement recréer des liens sociaux et puis essayer de reconstruire une vie sociale dans un endroit où tu n'avais pratiquement plus de liens au final? En fait, ça s'est fait naturellement. Côté travail, les collègues, certains sont devenus des amis. Et puis, le sport restera toujours pour moi la meilleure passerelle pour pouvoir avoir un lien social. Peu importe dans quel pays on est, on entend toujours parler, le football permet de créer et tisser des liens entre les gens, mais il n'y a pas que le football, tout sport permet de faire cela, et puis ça s'est très bien vu avec le club de hand de Vevey. Top, merci. Du coup, tu fais tes 4 ans pratiquement chez Pré-Fleury, et à un moment donné, tu as l'occasion de trouver une activité annexe, si je peux l'amener comme ça. Ouais. Tu commences à travailler au Mad Club de Lausanne en tant que serveur. Si je me trompe pas, surtout les week-ends. Enfin, c'est ouvert que les week-ends, donc les week-ends, en soirée. Comment t'as eu cette opportunité-là et pourquoi tu l'as prise? Alors, on va remettre un peu tout dans le contexte. Quand je suis arrivé en Suisse, j'avais rencontré quelqu'un qui habitait non loin de la frontière française, qui m'avait permis aussi de m'évader de temps en temps les week-ends. À la suite de cela, forcément, à un moment là, il peut y avoir des ruptures, puis là, il y a une rupture. Cette rupture a fait que j'ai commencé à fréquenter un peu le milieu en Suisse. Le milieu gay en Suisse, puisque, mon homosexualité il faut quand même quand on va dans un nouveau pays, certes, on fait des amis très facilement, on arrive facilement à sociabiliser, mais c'est vrai que quand on est dans un milieu un peu différent, il faut qu'on puisse découvrir un nouveau monde. Forcément, on regarde un peu sur Internet et autres, à quel endroit on pourrait fréquenter pour qu'on puisse, je vais pas dire des gens comme moi, mais parce qu'on est tous pareils pour moi, mais c'est vrai que pour avoir quand même des liens avec des personnes qui on peut parler de tout et de rien, aussi bien de l'homosexualité. Et c'est vrai que le MAD de Lausanne,
faisait des soirées gays tous les dimanches soirs et je pense qu'il en fait encore aujourd'hui. Mais quand on commence à sortir, on se rend compte que en fait la vie en Suisse, des fois on n'a pas forcément un salaire très élevé. Et puis c'est vrai que l'école préfet était en pleine expansion, en pleine évolution, ce qui fait que mon salaire il évolue à chaque fois avec le temps. Mais en fait j'ai remarqué que ça me coûtait très cher les soirées. Et quand j'ai eu l'opportunité de dire je peux faire la soirée de l'autre côté du bar, ça s'est fait comme ça en fait. En discutant un peu à droite et à gauche, on fait des relations un peu à droite et à gauche, j'ai pu comprendre qu'il y avait une possibilité de faire la soirée, mais de l'autre côté du bar. Ce qui était plutôt bénéfique sur le sens où on avait un salaire en plus, on avait des pourboires en plus, et en plus on faisait soirée, donc c'était formidable. Tout associé ensemble, c'était que du positif. Ok, top. Moi je te connaissais assez bien à cette période-là déjà. T'avais une vie à 200%, tu t'arrêtais jamais entre du coup l'école à Villars, les week-ends au sport et les soirées au MAD. T'avais vraiment une vie hyper complète. Sans oublier les pompiers. Sans oublier les pompiers. À ce moment-là. Que tu avais déjà du coup démarré. Que j'avais commencé, j'ai fait 2 ans en tant que pompier sur le plateau de Villars. J'ai dû arrêter après quand j'ai déménagé, mais c'est vrai que c'était aussi très enrichissant aussi personnellement. Ok, du coup à ce moment-là tu vivais vraiment à 2000%. C'était d'ailleurs pour la petite anecdote avec Xavier, on faisait du hand ensemble, on jouait ensemble. Plusieurs fois il a dû s'arrêter pour des problèmes de blessures, puis je suis sûr que c'était parce qu'il vivait à beaucoup plus que ce qu'on peut le faire. Mais du coup, à ce moment-là, donc t'étais, je suppose, épanoui dans plein de choses que tu faisais, parce que t'avais une vie sociale hyper grande avec quand t'es serveur, peu importe le domaine, je pense que t'as beaucoup de gens autour de toi. T'avais un travail qui peut, en tout cas, d'un point de vue extérieur, paraître enrichissant parce que tu encadres des enfants, tu participes à la vie sociale et à créer des nouvelles personnes, à leur éducation au final. Du coup, d'un point de vue externe, t'avais vraiment plein de choses qui semblent aller bien. Mais il manquait quelque chose. Et à un moment donné, tu pars de Pré-Fleury pour partir à Morges, dans un restaurant qui s'appelle toujours le Métropolis. Comment ça s'est passé ce changement ? Alors déjà quand je vivais à 2000 à l'heure, comme tu le dis, je le vis encore à 2000 à l'heure aujourd'hui, hein. Et à cette époque-là, en fait, il me manquait quand même quelque chose, c'était une personne dans ma vie. Comment expliquer ? On peut être heureux dans beaucoup de choses, on peut être heureux dans tout ce qu'on fait, mais on a toujours besoin d'avoir un certain objectif, un but dans sa vie, et moi le but premier c'était pouvoir me poser, réellement me poser avec quelqu'un. Ça a pris beaucoup de temps à pouvoir trouver la personne qui me convenait à ce moment-là. Ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai que j'ai un gros souci, c'est que je déteste la solitude. Donc pour quelqu'un qui est parti du nord de la France, à tout recommencer à 0 en Suisse, c'est un peu paradoxal, mais j'ai un gros problème avec la solitude, et ce qui fait que je pouvais jamais rester chez moi. Ce qui fait que dès que j'avais un moment que j'étais chez moi, en fait, et j'y étais pas. Mon appartement me servait de dortoir, en fait, tout simplement. Et entre deux, oui, j'ai rencontré quelqu'un, ce qui a permis un peu plus de me poser. Mais je ne suis pas parti du Pré-Fleury comme tu pourrais le dire. On m'a licencié, mais parce qu'en fait, j'ai fait des soirées du MAD, m'ont coûté quand même assez cher, m'ont coûté plus qu'ils m'ont rapporté, puisque, à un moment ou l'autre, à vivre à 200 à l'heure, on oublie certaines choses de la vie, on fait des bêtises, prendre malheureusement la voiture en étant alcoolisé, et puis ce qui fait qu'on perd un permis. Et un permis, j'avais un permis de professionnel de transport de bus D1 qui servait à transporter les enfants à l'école, et puis sans permis, on peut plus conduire ses enfants, et puis forcément, on peut perdre un travail, ce qui m'est arrivé. La différence, c'est que ça faisait quand même quelques mois, je ne voyais plus d'évolution du tout dans ma carrière, puisque en étant arrivé à 22 ans dans une école privée, être responsable d'animation d'une école, la seule possibilité qu'on peut avoir en fait d'évoluer, c'est prendre le poste de sa directrice, qui est propriétaire de l'école. Donc ce qui fait que là, ça devient très très compliqué. C'est vrai qu'à un moment à l'autre, j'ai l'impression de tourner en rond. Et tourner en rond, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je pense, pour un être humain. Peu importe le métier qu'il fait. Et on est tout le temps, du moins moi, je suis en perspective d'évoluer et chercher à évoluer parce que j'ai besoin de le prouver pour moi-même.
Et puis c'est vrai que je pense que j'étais arrivé à une période où justement le fait de tourner en rond, j'étais pas capable moi de prendre vraiment une décision claire, de partir de par moi-même, a engendré certaines choses qui a fait que voilà, on m'a remercié temporairement en fait entre guillemets de l'école, puisque la façon que la directrice elle l'a fait, me l'a toujours dit, hein, c'est un au revoir, c'est pas un jamais. Et ça reste toujours pour moi quelqu'un de très important dans ma vie en Suisse. Et puis je fréquente encore très très bien la directrice qui reste toujours une maman pour moi. Mais c'est elle qui m'a donné, on va dire, un petit coup de pied aux fesses, on va dire, pour dire, écoute Xavier, il est peut-être temps que tu évolues différemment. Et à ce moment-là, du coup, tu commences une nouvelle activité de serveur au restaurant, café-restaurant Métropolis à Morges. Exactement, j'ai commencé vraiment barman, puisque comme j'étais un barman du MAD et que le responsable du jet lag du MAD et le patron toujours du Métropolis, qui est un ami également, m'a proposé que je le dépanne le temps que je cherchais un travail. Et moi je le dépannais aussi, on se dépannait mutuellement en fait, tout simplement, et ça a duré 4 ans. Exactement, de 2012 à 2017. Comment est-ce que tu as vécu ce changement de passer d'une casquette d'éducateur où tu encadres des enfants, où tu as peut-être une vocation peut-être plus importante, je dis d'un regard extérieur quand la société compare peut-être plusieurs métiers, même si je trouve que c'est mal de faire ça, parce que tous les métiers ne doivent pas être dévalorisés, mais tu as quand même moins d'impact en étant peut-être barman ou serveur. Non, pas forcément. En fait, en tant qu'éducateur, j'ai un impact sur l'éducation des enfants. Comme j'ai toujours dit, un enfant, c'est une petite graine qu'on met dans un pot. Et puis, moi, je suis un engrais, entre guillemets, pendant quelques années pour pouvoir faire son épanouissement, son évolution. En tant qu'éducateur aussi, on a un côté animateur. Le côté animateur, c'est le côté un peu foufou qu'on a dans la tête. Notre côté enfant qui ressort. Et dans le domaine du service, il y a ce côté enfantin qui doit forcément être présent, parce que un client, il faut quand même pouvoir le satisfaire. Donc il faut être capable d'être à son écoute. Si on n'est pas à son écoute, on ne peut pas satisfaire le client. Qu'on soit dans n'importe quelle branche professionnelle, au niveau de la vente, au niveau de l'éducation, au niveau du service. Le service proprement d'aujourd'hui, c'est à l'écoute d'un client qui vient manger. Il faut être capable de l'écouter et de le comprendre, et surtout de lui donner envie des choses du restaurant, en fait, simplement. Ce qui fait que en fait, continuellement, ce que je fais en tant qu'éducateur, prendre le temps d'écouter un enfant, là en fait on prend le temps d'écouter simplement un client. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est vrai que ça prend peut-être 30 secondes, 1 minute, mais c'est ce qui est hyper important pour un client, et c'est peut-être ce qui a fait que je suis resté assez longtemps dans ce métier-là. C'est parce que je prenais le temps d'écouter les clients. Et ça m'a permis d'évoluer, puisque j'ai aucun diplôme dans le service en fait. Mais j'ai quand même devenu serveur, et puis j'ai quand même été responsable du restaurant tous les matins. Donc une confiance du patron, mais aussi une confiance de la clientèle en fait, tout simplement. C'était important pour toi, cette reconnaissance des personnes qui te font confiance. Donc par exemple, tu as parlé beaucoup de la directrice de l'école, maintenant du patron donc du Métropolis. C'était important pour toi ? Oui, surtout sur le principe que quand on est, en fait, ça revient beaucoup dans le passé, en fait, en tant qu'enfant. Malheureusement, ou peut-être heureusement aujourd'hui, parce que c'est peut-être pour ça aussi que je suis arrivé où je suis aujourd'hui, en fait. Mon père, je pouvais pas forcément le considérer réellement, proprement dit, comme un père, mais plus comme un pote, quand j'étais ado, mais quand j'étais enfant, dès l'âge de 14 ans, pour avoir un peu d'argent, je travaillais dans les champs. Je faisais, il n'y a pas de sous-métier pour moi, mais c'est vrai qu'en étant très jeune, je travaillais déjà l'été. Ensuite, quand mon père s'était mis à son compte, j'étais plutôt l'impression d'avoir été un ouvrier. Où, c'est un éleveur de lapins, un éleveur de poulets. Il fallait vider les fosses à lapins à la bourrette. Il fallait ramasser les poulets la nuit, parce que les poulets se ramassent la nuit. Il fallait s'occuper de l'élevage. Il fallait s'occuper des petits frères, il fallait s'occuper de tout ça. Mais il n'y a jamais de reconnaissance derrière qui a été donnée. Donc en fait, perpétuellement, je dirais même encore aujourd'hui, même aujourd'hui, si j'ai le boulot que j'ai aujourd'hui, que j'ai toujours un patron qui me fait confiance encore aujourd'hui, j'ai toujours besoin de reconnaissance. Donc la reconnaissance, j'ai du mal à la chercher au fond de moi. Donc j'ai assez souvent la chercher auprès des autres, en fait. On peut parler encore plus du parcours, puisque c'est vrai qu'on s'est connus au club de handball, mais on peut encore parler un peu encore plus tôt au handball. En France, j'ai quand même cherché une reconnaissance en créant un club de handball ayant 17 ans.
Donc j'avais besoin de cette reconnaissance par rapport à ce que je faisais. J'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire dans ma vie ne valait rien aux yeux des gens, en fait, tout simplement. Donc je cherchais toujours à évoluer et à être mieux et à progresser et à me surpasser moi-même, à me dire que bah voilà, je dois faire mieux pour qu'on puisse être reconnaissant de ça. Top. Bah, revenons sur le sujet du sport. Je sais que ça a été hyper important pour toi tout au long de ta vie d'ado, d'adulte et même jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi t'être engagé autant? Donc t'as dit t'as créé un club de hand en France, donc ça prend énormément de temps déjà dans manager je sais pas quel terme utiliser correctement, mais en gros de travailler ou de donner du temps en tant que bénévole pour un club, ça prend énormément de temps. Donc j'imagine même pas le fait de créer une structure, de devoir du coup s'affilier à la fédération, de devoir trouver des bénévoles, un entourage, un comité, des joueurs, des sponsors et tout ce qui va avec. Pour toi, qu'est-ce qui t'a permis déjà d'avoir l'énergie de la création d'un club? Et après, bah, si je continue jusqu'à la fin, t'es arrivé en Suisse, t'as intégré un club, t'as pris comme casquette de responsable de la technique, qui est une des casquettes les plus dures à prendre ou la plus lourde à prendre dans un club de handball en Suisse romande en tout cas, ailleurs je sais pas. Et t'as continué jusqu'à être président du club de handball de Vevey, jusqu'à il y a quelques années. Où est-ce que t'as trouvé toute cette énergie et toute cette envie de pouvoir faire tout ça? Peut-être mettre la vie des autres en priorité sur la mienne. Tout simplement, c'est que j'ai peut-être la meilleure éducation de mes parents qu'ils ont pu me donner, je pense, c'est de dire que aucune personne est différente des autres et toujours être présent pour les autres. Moi, je me rappellerai toujours le temps de mon père qui était capable de lâcher tout ce qu'il faisait pour aller aider un ami parce qu'il avait des soucis. Donc ma mère elle était pareille et je pense à la peu d'éducation que j'ai eue dans ce sens-là. Après, j'ai toujours aimé... Ouais, je pense que ça assure ce principe de reconnaissance également. Et l'énergie, j'en ai toujours à revendre. Même encore aujourd'hui, j'en ai encore à revendre, même si j'ai toujours une tête de fatigué en ce moment, mais j'ai toujours de l'énergie à revendre. Je suis toujours présent, je suis toujours à 100 000 à l'heure, et j'ai besoin, en fait, de m'occuper. Et m'occuper et être présent, en fait. Être présent pour les gens, montrer ce qui peut être fait. Et puis, c'est pas parce qu'on arrive dans un club de handball ou qu'on en crée un ou autre, à un moment à l'autre, j'ai besoin d'une perspective d'évolution, il faut que le club évolue aussi, tout simplement. Et mon objectif, je pense qu'on l'a très bien vu à Vevey, c'était de pouvoir remettre ce mouvement junior en place et j'ai tout fait pour pouvoir y arriver. J'ai été épaulé à l'époque c'est Vincent qui m'avait fait confiance à cette époque-là quand il était à la technique. On a passé beaucoup de temps là-dessus et ça me permet de se rendre utile en fait. J'ai continuellement besoin de me sentir utile à quelque chose et à quelqu'un en fait, tout simplement. Alors juste avant qu'on passe à ton activité du coup d'aujourd'hui, tu as dirigé donc le club de Vevey. Est-ce que moi je faisais partie du comité aussi, donc on se connaît très très bien là-dessus. Je savais comment c'était au quotidien. Moi je suis parti entre autres pour un manque de reconnaissance et pour un manque d'implication des membres du club. Vu l'importance que la reconnaissance a pour toi, est-ce que c'est la raison aussi ou c'est une des raisons qui t'ont fait aussi lâcher un peu la présidence et le comité du club? On n'a pas trop parlé de ma vie privée, c'est vrai que là on va revenir, c'est vrai que j'avais rencontré quelqu'un il y a 11 ans en arrière maintenant. Je passais beaucoup de vie au travail, beaucoup de vie au handball, pas beaucoup de vie chez moi. Je l'ai énormément délaissé, je pense, à ce niveau-là, parce qu'il a même rejoint le club pour pouvoir essayer de me voir plus, et en fait il a remarqué que même au club il me voyait pas. Un ensemble de tout a fait que la vie a fait que nos chemins se sont séparés et j'ai eu l'impression en fait de tomber dans un gouffre en fait. Et je peux clairement dire ce que c'est de faire un burn-out sur le fait que on cherche perpétuellement de la reconnaissance à droite et à gauche, mais en fait comme toi je l'ai pas eu. Même encore aujourd'hui, des années qui ont été faites au club et tout ce qui a été fait, on peut avoir l'impression quand on écoute encore les gens parler ou autres, ou les prendre des nouvelles de l'ancien président qui a quand même fait énormément de choses, on voit que les gens le font pas forcément. Ils sont pas forcément présents, ils sont pas forcément à l'écoute de tout ça. Et ça fait quand même bizarre parce qu'en fait, on cherche à être une reconnaissance quelque part,
Et en fait, il m'a quand même fallu 36 ans de ma vie pour comprendre qu'en fait, la seule personne qui peut être reconnaissante de ce que je fais, c'est moi-même. Et ça y est, aujourd'hui, je l'ai compris. Il m'a fallu 36 ans, je l'ai compris, j'ai pris cette maturité-là. Mais c'est vrai que, à un moment ou à l'autre, bah oui, il y a un essoufflement qui s'est créé, vraiment un gros essoufflement entre le travail, la vie privée et le handball. Et en fait, bah, quand la passion du sport devient une corvée, bah, à un moment ou à l'autre, il faut vraiment qu'on puisse tourner la page et être capable de dire stop, on va arrêter. Parce que, autrement, je pense que j'aurais pu couler encore plus que j'ai coulé à ce moment-là. À ce moment-là, du coup, tu étais déjà, pas au poste, mais dans l'entreprise où tu es déjà aujourd'hui. Donc, si on passe à ce que tu fais aujourd'hui, donc depuis 2017, tu es arrivé chez SwissKeys Management à Vevey. Tu as commencé en tant que conseiller financier. Donc, pareil comme pour tes autres changements, vu qu'il y en a eu tout plein, comment ça s'est passé cette transition entre ton travail de serveur à arriver conseiller financier? Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différent. Comment s'est passée cette transition? Parcours atypique, très atypique, sur le principe qu'en fait, quand j'ai commencé au Métropolis, bah, à un moment ou à l'autre, on veut continuer à évoluer. Donc, je savais que le Métropolis aurait été quelque chose de temporaire. Je savais que j'avais une grande capacité à retenir les choses, à compter tout ce qui s'ensuit. Bon, après, le niveau bac scientifique qui est pas là pour rien non plus. J'ai décidé de passer un diplôme de comptable en parallèle du travail, donc c'est une formation du soir, soit on étudie, soit on veut étudier, on n'a pas étudié, on n'étudie pas. Et mon diplôme qui aurait dû être passé en 2 ans, je l'ai fini en 1 an, qui était une première satisfaction personnelle. J'ai été encouragé pour cela à le faire également, donc aussi bien que mentalement et en présence tout simplement. Et en fait, le sport, la vie à 200, 300 à l'heure fait qu'on se blesse, comme tu l'as si bien dit, et puis j'ai enchaîné de blessures. Hein. T'en es témoin, je pense. Je pense qu'il n'y a pas une année, même encore aujourd'hui, il n'y a pas une année où je suis pas blessé. Et c'est vrai que en tant que serveur, c'est vrai que je me plaisais bien à ce poste, hein, je le cache pas, hein, je gagnais un salaire, je gagnais la moitié de mon salaire en pourboire, donc je le rajoutais encore sur mon salaire. J'avais des horaires plutôt cool, du lundi au vendredi, de 6h30 à 15h30. Enfin, j'avais rien à envier à personne, je me plaisais très bien dans ce stade-là. J'étais dans un stade où j'étais stable, on va dire, à ce niveau-là, et j'ai pas envie de forcément chercher à évoluer. Et jusqu'au jour où que mon patron, Adrien de Tosto, m'a clairement dit, écoute Xavier, tu vaux beaucoup mieux qu'un simple serveur dans un restaurant, quoi. Donc écoute, tu as ta énième blessure, je profite de cette énième blessure pour pouvoir te licencier, parce que moi j'ai pas de justificatif à donner, t'es couvert pendant 90 jours, et puis tu iras chercher autre chose, parce que je sais que t'es capable de faire autre chose, et tu vaux beaucoup mieux qu'un simple serveur. Donc je me suis mis pour la première fois sur les sites internet JobUp, job.ch et j'en passe et des meilleurs. Et en fait, j'ai été contacté par la société SwissKeys Management, par mon ancien team leader à l'époque. Et en fait, on en a discuté. Et puis c'est vrai qu'il y avait des personnes d'autres sociétés du même style qui m'avaient déjà parlé quand j'étais en restauration, si je veux pas y travailler avec eux et tout. J'avais un peu de contact, c'était plutôt intéressant. Puis j'avais un très bon contact humain. Et c'est ce qui était important pour ce métier. Donc ce qui fait que j'ai quand même postulé à différents endroits du même type, mais style de poste surtout. Et j'ai pu faire un peu mes premières approches. Et en fait, le changement a été sur le fait de se dire, est-ce que tu es capable de passer d'une vie où tu as un confort de vie, où tu as un salaire fixe tous les mois qui rentre, avec des pourboires, même si c'est aléatoire, c'est à peu près en moyenne toujours le même somme tous les mois, à repartir tout de zéro, parce qu'en fait là, c'est de se dire, je commence l'activité, j'ai rien. J'ai pas un centime. C'est comme si je devenais indépendant, en fait. J'ai pas un centime. On me donne des supports pour travailler. Je dois me former. Et en plus de cela, j'ai pas de salaire. Si je signe pas de contrat, j'ai pas de salaire. Donc, c'est une grande réflexion à prendre. Là, je remercie quand même mon ancien compagnon de l'époque qui était présent. Parce que je devais pas être facile à vivre. Et financièrement, il était là pour couvrir les besoins des deux, parce que c'était hyper important. Et je m'étais donné une deadline par contre. Je m'étais dit, voilà, tu commences l'activité, tu as 3 mois. En 3 mois, il faut que je sorte un salaire. Si je sors pas de salaire en 3 mois, c'est que cette activité est pas faite pour moi, en fait, tout simplement. Donc c'est un défi de plus.
Et comme j'aime relever les défis, puis je veux toujours prouver que je suis capable de faire les choses, voilà, on est arrivé à quelque chose. Je suis arrivé aujourd'hui, on va dire. Et du coup, pour faire un rapide résumé, donc ça fait 4 ans que tu es chez SwissKeys Management. Tu as commencé en 2017, j'ai noté, donc je sais pas trop. Ouais. Tu as commencé en tant que conseiller financier, puis tu es devenu team leader, regional manager et aujourd'hui directeur. Par rapport à tout ton parcours, comment elle s'est faite aussi cette évolution en interne? Est-ce que tu as fait des formations, tu as été poussé parce qu'on voyait que tu avais un potentiel, ou c'est toi qui allais chercher à chaque fois un nouveau poste, plus de responsabilités, peut-être plus de reconnaissance? Comment ça s'est passé? Alors, peut-être indirectement, il y a un peu de moi, je sais pas. Réellement, j'ai toujours été Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, voire peut-être même plus, je pense. J'aime pas faire les choses et les faire qu'à moitié en général. Et c'est vrai que là, j'ai commencé, j'avais un diplôme de comptable. Par contre, mon plus grand atout, c'était être sociable et puis être éducateur. Et aujourd'hui, je peux considérer mon métier, en fait, comme, pas l'éducation d'enfants, mais l'éducation d'adultes. Parce que, à l'école, on nous apprend beaucoup de choses. On apprend des maths, on nous apprend du français, on nous apprend de l'histoire, parler différentes langues. On peut apprendre après des métiers professionnels quand on va dans des études orientées au niveau d'un corps professionnel précis. Mais je mets au défi aujourd'hui d'avoir des enseignants qui nous apprennent à vivre et à gérer son propre argent. Et en fait, aujourd'hui, ce que moi je fais en général avec peu importe mes clients, puisque ça j'ai des clients de tout âge, la première éducation que je donne, parce que moi je donne vraiment une éducation, pour moi je donne une éducation à mes clients, c'est en fait quel est votre but en fait de tout ça en fait. Vous gagnez votre vie, vous faites quelque chose, mais est-ce que vous êtes projeté dans quelque chose? Est-ce que vous avez pensé à ce qui peut vous arriver? Et en fait, est-ce que vous avez pensé en fait à avoir un avenir en fait, parce que vous êtes où est-ce que vous êtes aujourd'hui, c'est très très bien, parce que vous y êtes arrivé, vous avez passé vos formations, vous avez passé vos diplômes ou pas, vous avez un travail ou pas, mais l'éducation dans tout ça en fait d'adulte, pour moi, c'est se dire on gagne notre vie en fait, mais pourquoi on la gagne et qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est cette notion-là qui est hyper importante, parce qu'il faut être à l'écoute, énormément à l'écoute d'un client, parce qu'on parle bien de conseiller financier et on parle pas de courtier en assurance ni autre, parce qu'on fait beaucoup plus que de l'assurance, mais c'est comprendre un client. Et ce qui est important pour moi, c'est que quand on rencontre un client, donc le premier contact se fait généralement par téléphone, puisque on peut fonctionner par système de recommandation ou divers canaux pour pouvoir contacter une personne qui est déjà au courant qu'on va la contacter, puisque c'est lui qui ferait appel c'est elle qui ferait appel à nous à la base. Mais déjà rien que par le contact téléphonique, il faut être capable de comprendre le client. Et c'est là que je reviendrai sur ce côté HPE que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'en fait, je pense que ma plus grande force aujourd'hui, c'est ça. C'est que émotionnellement parlant, je peux arriver à analyser une personne très rapidement. Et le fait d'analyser cette personne fait que je la comprends en fait. Et moi, c'est ce que je cherchais à l'époque quand j'étais jeune. Je cherchais à être compris, je cherchais à qu'on me reconnaisse ce que je faisais ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et en fait, je le fais aux autres. Ce que j'ai pas pu avoir, je le fais aujourd'hui. Alors c'est clair, professionnellement parlant, ça me réussit. Je l'ai toujours fait aussi au handball, puisque j'ai été éducateur de jeunes au handball, et j'ai cette chance de pouvoir d'avoir pu faire évoluer énormément de jeunes au handball. Dans mes anciens corps de métier aussi, en tant qu'animateur du social, j'ai encore contact avec des anciens jeunes de l'époque qui ont pu réussir leur vie, et j'en suis fier aujourd'hui. Mais c'est juste parce qu'il y a ce côté-là, en fait, la compréhension, on n'est pas forcément... J'ai du mal avec le fait qu'on peut se dire aujourd'hui d'une personne, t'es comme ça parce que t'es comme ça, en fait. Non, en fait, cette personne, elle est comme elle est, mais pourquoi elle est devenue comme ça, ou pourquoi elle est comme ça, en fait. Et dans la côté financier, c'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, il est hyper important de pouvoir comprendre la personne qui est en face de nous, et comprendre surtout sa vie, et pourquoi elle est en arrivée là, et comment on peut faire évoluer les choses. Et ça, je l'ai fait au fur et à mesure. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'évoluer en fait dans la société SwissKeys Management et d'avoir la confiance aveugle, parce que
voilà, ça a été clairement dit ouvertement, que ça soit, parce que j'ai 2 patrons aujourd'hui, que ce soit Monsieur Desglons ou Monsieur Henry, les deux, ils ont dit, mais en fait, on a une confiance aveugle dans ce que tu fais, parce que, voilà, tu mérites le poste qu'on te donne aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que, moi qui ai cherché de la reconnaissance en étant jeune, j'en ai aujourd'hui. Ça, c'est clair. Je peux réellement dire, j'ai une reconnaissance au niveau de mes patrons. Même au niveau de mon entourage, je pense que j'ai un peu changé aussi mentalement par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que, moi, j'ai besoin, en fait, entre guillemets, c'est donner un peu de reconnaissance aux gens qui sont en face de moi. Leur dire, attendez, vous êtes pas tout seul, moi je suis là, je vous comprends et je suis prêt à vous aider. On m'a souvent dit, j'aurais pu faire un très bon psy. Pour pouvoir être un très bon psy, il faut être passé par certains problèmes dans sa vie. Mais je pense que si je serais un psy, je parlais de trop, je pense. Alors, vu tout ce que tu as dit, si je résume aujourd'hui, je suis pas sûr que tu l'aies mentionné de façon simple, ce que tu fais aujourd'hui, ou ce que tu as fait en fait en tant avec ta casquette de conseiller financier, c'est que tu analyses la situation financière des gens avec eux, oui. Tu les aides à se projeter oui. et à mettre en place des choses pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Exactement. Que ce soit achat immobilier, que ce soit trouver un autre style de vie ou autre. Tu peux aussi les aider par rapport à leurs assurances qui en Suisse, c'est quelque chose de... Enfin, si on compare aux autres pays qui nous entourent, il y a des assurances pour tout. Du coup, on a, comme tu l'as si bien dit, on n'est pas accompagné à l'école à aucun moment, on n'a pas de cours de savoir vivre dans la société dans laquelle on est, donc que ce soit en termes financiers, en termes d'assurance, en termes d'impôts, enfin tout ça. Et aujourd'hui, si je résume, moi, de ce que je vois extérieurement, c'est que tu es un facilitateur de tout ça et que tu aides les gens à y voir plus clair. Exactement. Top. Donc aujourd'hui, avec le poste que tu as, donc tu es directeur SwissKeys Management, à quoi il ressemble ton quotidien ? C'est quoi une journée ou une semaine type ? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune semaine type. De toute façon, je pense que si j'aurais une semaine type, je pense que je serais plus là. Je suis salarié, mais en fait, j'ai mon côté indépendant. Et c'est ça qui est hyper important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je travaille quand j'ai envie de travailler, en fait, tout simplement. J'ai envie de travailler, je travaille, j'ai pas envie de travailler, je travaillerai pas. L'avantage, c'est que, comme toute personne qui est entre guillemets indépendant, s'il travaille pas, il touche pas de salaire. Donc, à un moment ou l'autre, il faut quand même bosser, c'est important. Et je pense que cette casquette-là, partagée entre salarié et un peu indépendant quand même, puisque mon emploi du temps, c'est moi qui gère. On a toujours forcément des rendez-vous à placer, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, si je devrais parler un peu d'une semaine type, j'aurais pas vraiment parlé, je pourrais parler d'un mois type, plutôt. Sur le mois type, j'ai un objectif quand même de salaire à faire, puisque c'est hyper important pour moi. C'est ce qui permet de vivre également, comme tout le monde. Derrière, je forme. Donc, tous les mois, j'ai 6 personnes minimum en formation pratique, qui sont entre mes mains, ou que je dois pouvoir déceler aussi des collaborateurs dedans, puisqu'on est en train d'évoluer la société, la faire grandir. Donc ça, c'est hyper important. Mais il y a également un suivi des agents qui sont également au bureau. Donc ce sont des personnes qui ont été formées soit par un de mes collègues à l'époque, ou soit par moi ces derniers temps. Mais il faut pouvoir les suivre, être à leur écoute, les aider dans les dossiers, être capable de serrer la vis s'il faut la serrer, mais également y mettre une ambiance dans le bureau pour que les gens aient envie de travailler. Puisqu'ils sont dans le même principe que moi, ils ont certes un salaire fixe, eux, mais derrière, ils doivent quand même aussi faire des contrats, parce qu'autrement, ils pourraient pas vivre. Donc, il est important de pouvoir mettre une certaine ambiance dans le bureau. Donc, être un peu un grand frère, même si j'ai des personnes qui sont plus âgées que moi, que je manage, mais être ce côté grand frère, mais être côté aussi... le manager réellement qui va dire voilà, je vous montre comment il faut faire, parce que c'est important que je vous dirai pas de faire ça si moi je suis pas capable de le faire. Donc c'est vraiment montrer le chemin à suivre, comme il a fait Bastien à l'époque, Monsieur Henry avec moi à l'époque, et puis Julien Pistre également pendant une période. C'est vrai que c'est montrer comment ils ont fait pour évoluer, et moi je leur montre également. Donc c'est ce côté-là de grand frère qui est capable de montrer les choses. C'est sûr que le grand frère va toujours montrer les pires bêtises, mais il est capable de montrer aussi les très bonnes choses. Et puis c'est vrai que de temps en temps il faut aussi laisser la personne se planter. Pourquoi ? Parce que la meilleure façon d'apprendre les choses et d'évoluer, c'est de faire des erreurs, faire ses propres erreurs, et être capable de les analyser. Donc
la laisser peut-être faire son erreur, être derrière elle, la regarder faire son erreur, et analyser ensuite après avec elle pour dire, bah voilà, regarde, qu'est-ce que toi tu en penses, qu'est-ce que toi tu as fait aujourd'hui qui n'a pas été afin qu'on puisse faire différemment la fois prochaine. Donc c'est vraiment ce côté-là. Je suis pas là pour leur donner des ordres, parce que donner des ordres, ça m'intéresse pas. Je suis pas un patron, et puis même pour moi, un patron qui passe son temps avec des ordres, c'est pas pour moi vraiment un vrai patron. Un patron doit être capable de montrer les choses. Moi, en tant que manager, bah ouais, je suis plutôt ce côté grand frère de la société SwissKeys Management, où je vais les prendre par la main et les faire évoluer avec moi, tout simplement. Ok, top, merci. Je te propose qu'on passe à une section un peu plus générale sur tes retours d'expérience, sur tout ton parcours, sur des questions peut-être un peu plus personnelles. Aujourd'hui, donc, avec toute l'expérience que tu as eue sur tous les différents jobs, casquettes, projets annexes que tu as fait, sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de satisfaction, elle en est où? En règle générale, je dure 4 ans dans une société. Ça a été ça tout mon parcours. J'ai fait 4 ans à chaque lieu que je suis passé. Quand j'ai eu le poste de directeur chez SwissKeys, bah, ça fait 4 ans que j'y suis. Je cherche toujours une évolution. Donc c'est vrai que qu'est-ce que je peux faire encore plus? C'est toujours pareil. La question c'est comment je peux encore évoluer. Voilà. Et si je me pose cette question, comment je puisse encore évoluer et que je suis en train de travailler dans une société, bah, j'ai l'impression de stagner. J'ai jamais démissionné d'un poste, jamais été capable de démissionner d'un poste, parce que bah, j'ai toujours cette histoire, je pense au fond de moi, de décevoir quelqu'un, et j'aime pas décevoir les gens. Donc jamais vraiment démissionné d'un poste. Peut-être arranger à ce qu'on me licencie plutôt, je vais dire. Ça m'a toujours arrangé dans ce sens-là. Mais là, par contre, clairement aujourd'hui, personnellement, je me sens épanoui dans ce que je fais. Je pense que j'arrive dans un point ultime de l'évolution où je me dis que j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie, là je me sens bien. Je vais pas dire que sur l'échelle de 0 à 10, je me sens à 9 ou à 10 parce que on peut toujours faire mieux. Mais je veux dire, je me sens comme à 8. Et puis je sais qu'il y a encore de l'évolution dans la société à faire. Dans cette société-là en tout cas. Maintenant c'est sûr, il y a toujours d'autres projets qui trottent dans la tête. Et pourquoi pas créer quelque chose par la suite en parallèle, plus en côté un peu indépendant. Mais toujours en gardant mon poste à 100% dans la société. Donc c'est vraiment un petit truc à côté qui n'a rien à voir dans le domaine des assurances. Ou des finances tout simplement. Ok. Tout au long de ton parcours, t'as parlé de certaines personnes, donc que ce soit des employeurs, des collègues, ton ex-conjoint, plusieurs personnes qu'il y a eu autour de toi qui ont fait qui tu es aujourd'hui aussi. À quel point ça a été important pour toi, toutes ces rencontres et l'impact qu'elles ont eu sur toi? À quel point elles étaient importantes? C'est surtout j'ai une adolescence qui n'a pas été facile. Les amis, je n'ai jamais vraiment eu beaucoup. Des potes, on en a souvent énormément. Des amis, on les compte pas vraiment beaucoup sur les doigts d'une main, je pense qu'on doit... Même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas vraiment des vrais amis, j'en ai pas forcément énormément. J'ai toujours cherché, je vais pas dire chercher les gens par intérêt, c'est complètement faux, mais j'ai toujours cherché un intérêt chez les gens qui étaient autour de moi. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je trouve l'intérêt de la personne de pouvoir la rencontrer, parce qu'en fait, c'est une personne qui va être intéressante, une personne qui m'aide à évoluer. Encore plus quand j'ai eu ma fameuse phase de transition où pendant des années tout le monde te parle de homosexualité, de ceci, de cela, que c'est pas forcément quelque chose de normal, j'ai toujours voulu me prouver que j'étais quelqu'un de normal et que forcément au départ quand on est jeune et puis encore par rapport à la génération d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus ouvert. Si on remet 15 ans, 16 ans en arrière, même je pourrais même vous dire 20 ans en arrière, c'est pas accepté, encore moins dans un village. Et on n'a pas forcément l'impression d'être accepté, et donc on doit mentir. On doit mentir sur qui on est. Donc on met un masque, tout simplement. Ce masque,
un moment ou l'autre, il va tomber, il doit tomber, parce que on peut pas passer notre vie à jouer entre guillemets une double vie. Et il était important pour moi de rencontrer et fréquenter des gens qui peuvent forcément donner intérêt dans la vie et qui nous permettent d'évoluer. Et puis c'est en fréquentant justement ces gens que j'ai appris moi-même à m'assumer, qui n'a pas été quelque chose de très très facile, puisque l'acceptation d'une chose qu'on ne peut pas choisir est très très compliqué. S'assumer soi-même, après s'assumer après au niveau de sa famille, et encore au niveau de ses amis, au niveau de son entourage, au niveau de son travail, puisque moi aujourd'hui j'ai aucun problème de parler de tout ça. Et puis je sais pas si tu te souviens, quand je suis arrivé au club de handball, je pense que c'est une des premières choses que je vous ai dit dans les vestiaires, que, enfin voilà, on a déconné là-dessus, je sais plus sur quel déconne est parti, et puis là je lui ai dit, mais de toute façon, moi les filles ça m'intéresse même pas, et puis voilà. Et je le prends beaucoup plus à rigolade. J'ai appris en fait avec le temps que quand on prend les choses à la dérision, ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que perpétuellement, depuis que je suis jeune, j'ai besoin d'être entouré de personnes en fait qui arrivent à me comprendre. Et c'est ça en fait que je recherche chez les gens. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que je comprends beaucoup de monde en fait. Puisque je me m'efforce moi à essayer de comprendre tout le monde, mais c'est vrai que j'ai besoin d'être entouré de personnes qui savent à me comprendre. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, et ça je peux vraiment dire que c'est de la chance, parce que c'est peut-être pour ça en fait aujourd'hui je suis peut-être encore salarié et que j'ai pas ouvert ma boîte, parce que je pense que j'aurais pu aller chercher à l'ouvrir beaucoup plus tôt, parce que je vais peut-être chercher à en ouvrir peut-être une à côté dans un truc parallèle. Mais c'est vrai que j'ai eu 4 patrons. Ma première directrice, Daisy Morvan, je la côtoie encore aujourd'hui, c'est une très grande amie. Quand je remonte dans le nord de la France, on se voit très très souvent. Madame Sylvie Ducas, c'est une amie aujourd'hui, c'est encore ma maman en Suisse en fait, hein. Ma deuxième maman en Suisse, j'ai une deuxième maman en France, je pourrais dire c'est Madame Daisy Morvan, là je peux dire que c'est Madame Sylvie Ducas. Monsieur Dréan Autosto, c'est un grand frère. Et Bastien Henry, qui est mon patron, vraiment patron aujourd'hui, même s'il y a Monsieur Jeff Desglandes qui est là, mais c'est Monsieur Bastien Henry qui était au début avec la société. Je vais pas dire que c'est un père parce qu'il est plus jeune que moi, mais on a une très très grande relation, une complicité en fait. Donc ce qui fait cet avantage de pouvoir, je vais pas dire mélanger parce que je déteste ce mot, parce que je mélangerai jamais professionnel et privé. J'ai toujours fait une part des choses. Quand j'étais responsable d'une équipe d'animation de plus de 25 animateurs, il y a un moment qu'on est au travail, on travaille. Voilà, de ce côté-là. Mais par contre, quand la journée est finie, on peut changer la casquette. En fait, on n'est plus forcément... Moi aujourd'hui, avec mes agents, la journée est finie, ou même à midi, parce qu'à midi, c'est une pause, en fait, dans le travail. Il faut vraiment que le travail se mette aussi en pause. Donc si on ne veut pas manger ensemble le midi, la casquette du manager n'est plus là, en fait. C'est une casquette d'un pote ou d'un collègue, et puis voilà, quoi. Et pour moi, c'est super important. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des personnes comme celles-là qui m'ont toujours dirigé à l'époque. Et voilà, c'est ça que je recherche en fait chez les gens, en fait. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est peut-être pour ça que je suis encore où je suis aujourd'hui, en fait. Top. Tu as abordé déjà plusieurs fois l'homosexualité. À quel point ça a été impactant pour toi dans ta construction en tant qu'adulte et en tant que personne? Et je voulais pas être jugé pour ce que j'étais. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Quand je me suis accepté moi-même, donc j'étais déjà animateur et éducateur social, j'avais peur que mon homosexualité m'empêchait de faire mon travail. Parce que malheureusement, avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on a pu entendre par rapport à catégoriser l'homosexualité avec la pédophilie, enfin j'en entends des vertes et des pas mûres, on en entend encore aujourd'hui malheureusement, même éducateurs sportifs, pédophilie, enfin on en entend trop en fait. Et ça m'a appris à m'affirmer sur le fait que Madame Morvan à l'époque, quand je lui avais dit que j'étais gay en fait, tout simplement, j'ai dit mais ça change rien sur mon travail, ça changera jamais rien sur mon travail, je travaillerai toujours de la même façon que je travaille aujourd'hui. Et ça m'a permis de m'affirmer vis-à-vis des personnes autour de moi. J'ai fait un grand tri dans mes relations du nord de la France, de mes amis, grâce à ça. Je dis grâce à ça aujourd'hui. Avant, j'aurais pu dire à l'époque, j'aurais pu dire à cause. Puis je dis grâce à ça parce qu'en fait, les gens qui nous entourent nous connaissent pour qui on est et pas forcément pour ce que l'on est. Et il a toujours été important, un point d'honneur pour moi à dire que peu importe qui je suis ou comment je suis ou
ce que je suis en fait, tout simplement, ça doit pas m'empêcher de vivre. Et j'ai jamais été catégorisé. On m'a jamais catégorisé. Peut-être c'est une chance aussi à ce niveau-là, je pense. Mais d'un côté, j'ai jamais caché non plus les choses. J'ai toujours été ouvert à la discussion. Parce que aujourd'hui, la plus grande question qu'on peut te poser par rapport à ça, mais pourquoi t'es devenu comme ça, mais pourquoi t'as fait ce choix-là? En fait, c'est pas un choix en fait. C'est un apprentissage de la vie. Et apprendre à vivre en étant enfant, comme en disant on est différent, alors qu'en fait je le suis pas, je suis pas différent. Mais quand on est enfant, on se dit on est différent. C'est pas facile à vivre en fait, c'est pas facile à supporter. Peut-être aussi ce qui a fait que j'étais un joyeux drill quand j'étais gamin, je faisais un peu aussi le con à l'école. Je pense que c'est ça aussi qui m'a... Il faut extérioriser les choses et j'étais incapable. Aujourd'hui, je dirais que la meilleure approche de cela, c'est que je pense que je passe plus mon temps à en plaisanter que prendre ça au sérieux. Ce qui fait que les gens autour de moi, peu importe ce qu'ils peuvent en penser, ou qu'ils en pensent en fait, ils vont pas m'en parler en fait réellement, ils vont pas venir me contredire dans ce que je vais leur dire, parce qu'en fait je prends tellement les choses à la plaisanterie, tout en étant sérieux, mais il faut avoir une certaine part de dérision au fond de nous pour qu'on puisse, je pense, enfin moi j'en ai besoin de cette part de dérision, a fait que c'est ce qui m'a permis de m'accepter comme j'étais, comme je suis, et comme je serai, je pense, plus tard, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que dès le moment où tu l'as affirmé, ça t'a permis d'être plus fort? Ouais. Et attention, ça a été 2 heures de discussion avec une personne qui est en fac de psy. Il m'a fallu 2 heures de discussion. Désolé, mais une bouteille de vodka pour aider à assimiler les choses, je pense. Mais ouais, puis c'est une personne qui s'assumait déjà elle-même, qui était lesbienne, qui s'assumait. Et réellement, j'ai l'impression que mon cerveau a fait un demi-tour dans ma tête. Du moment que je lui ai dit, ok, je m'accepte, je suis comme ça. De toute façon, j'ai pas eu le choix. Et il faut que je vive avec. Ben, j'étais devenu une autre personne. Moi, je vois un changement, mais net. Je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est parfait. Enfin, je trouve que je te côtoie depuis très très longtemps, puis comme tu as dit, t'avais déjà en fait affirmé ça, donc moi je te connais que depuis que tu ne le caches pas ou tu en parles ouvertement. Ça a jamais été un souci. T'es une des personnes que je connais qui l'amène le plus facilement possible, qui en parle le plus ouvertement possible. Et je pense que le fait que tu sois autant ouvert sur la question, c'est aussi ce qui permet, par exemple à des gens comme moi qui je le vis pas, je connais pas forcément beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont homosexuels ou dans toute orientation, peu importe qu'elle soit. Et d'être autant ouvert, bah, ça fait que il y a aucun moment de malaise, il y a aucun moment de questionnement, ou s'il y a une question, bah, tu peux la poser vu que la personne est ouverte. Du coup, il y a aucun malentendu là-dessus. Donc je trouve que c'est hyper important aussi de rencontrer des gens comme toi qui sont ouverts là-dessus, qui l'expriment haut et fort, alors que par exemple en Suisse on vit encore dans un pays où il y a, typiquement, si on parle d'actualité, il y a eu les votations sur le droit au mariage pour tous il y a pas longtemps. Ça a été accepté à majorité assez marquée, mais peut-être pas comme on pourrait s'y attendre, et puis ça devrait, à mon avis, même plus être une question aujourd'hui. Et je trouve important en fait d'avoir des gens ouverts pour parler de ça. Donc je te remercie pour ça. Si on continue au niveau des questions, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réussi à faire, de où tu es parti jusqu'où tu en es aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? C'est une très bonne question. Moi, je pense. J'ai toujours voulu montrer à tout le monde que j'étais capable de faire les choses, d'être capable d'évoluer. Je pense que je suis très autodidacte, très à l'écoute de tout le monde et autres. Mais j'avais jamais conscience, en fait, que avant les autres, c'était moi.
pour pouvoir être bien. Si je suis bien avec moi-même, je suis pas bien avec les autres. Si je suis pas bien moi-même, c'est difficile d'être bien avec les autres. Et je pense que ma plus belle fierté, c'est moi, en fait. C'est moi, c'est ce que je suis devenu par tous les parcours que j'ai pu passer dans ma vie. Et si on me remonte, je pense encore cette question dans 10 ans, je pense que ce sera la même réponse, en fait. J'ai pas un modèle précis, j'ai pas des choses précises à dire en tête. Je veux dire que chaque petite graine que j'ai pu poser à droite et à gauche, qui a fait l'évolution, bah, ma fierté, c'est de voir l'évolution de ces personnes autour de moi. On en parle encore aujourd'hui, que ça soit à l'époque, en tant qu'éducateur, que j'ai vraiment une jeune que je porte beaucoup dans mon cœur et que je vois encore très très souvent aujourd'hui. Voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, si des clients qui arrivent à devenir propriétaires par rapport à ce qu'ils ont mis de côté, qu'on a pu travailler ensemble, qu'ils arrivent à devenir propriétaires ou qu'ils arrivent à devenir indépendants ou autres, ça reste une fierté. Donc ouais, en fait, c'est moi, en fait. La plus grande fierté, c'est moi, parce que je suis fier d'avoir pu accomplir et d'avoir pu aider les personnes, quelles qu'elles en soient, à rêver à ce qu'ils arrivent après. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à donner une définition de ce qui est pour toi l'épanouissement ? Non. Honnêtement, non. Puisque je me sens pas épanoui à 100%. C'est une très belle réponse. Enfin, je pense que ça dépend de plein de choses, mais tu es le premier, je crois, du podcast, depuis les épisodes que j'ai commencé, qui me dit non. Et j'attendais, en fait, le jour où ça allait arriver. En fait, dans le sens où c'est difficile, je pense, de poser des mots là-dessus. Et je trouve ça très bien qu'on n'arrive pas à les poser parce qu'on se considère avoir encore plein de choses à faire et d'autres personnes définissent l'épanouissement comme le but à atteindre et du coup ils y ont tellement réfléchi qu'aujourd'hui c'est la définition qu'ils en ont. Donc je trouve ça très bien. Du coup, tu dis qu'il y a toujours possibilité d'épanouissement. Pour toi, à quel point ça a été important le fait de te former, la formation continue, que ce soit vraiment avec des formations, je dirais, standards, où tu vas à l'école, ou bien où tu fais des cours du soir, et où tu as une reconnaissance d'un diplôme, ou bien même des formations de la vie, je dirais, dans le sens où diriger un club, même si c'est bénévolement, c'est une formation de la vie, encadrer des équipes de jeunes, c'est une formation, en fait, continuer d'évoluer avec des projets. Alors aujourd'hui, la formation scolaire, comme j'ai dit depuis le début, elle n'était pas faite pour moi, je pense. Encore aujourd'hui, me mettre assis derrière un bureau à écouter quelqu'un me parler pendant une journée, non, c'est pas possible, j'y arrive pas. Je serais forcément perturbé par autre chose. Il y a tellement de choses qui me perturbent dans la vie que je pourrais être assis et me poser 46 000 questions au lieu d'écouter la personne qui me parle. Par contre, la formation continue, comme tu as pu parler, c'est vrai qu'il y a le diplôme comptable, diplôme fin d'assurance, bientôt l'IAF, enfin toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont importantes, ça c'est sûr. Je suis un très mauvais exemple à ce niveau-là, parce que je peux le dire ouvertement, le diplôme de comptable, j'ai travaillé peut-être que la moitié du diplôme. Et j'ai eu ce diplôme. Le diplôme d'AFA, je pense que pour ceux s'ils écoutent, ils savent, et qui ont passé l'AFA, ils savent que c'est au moins 6 mois de révision, 6 mois d'apprentissage et autres. J'ai plus pensé à bosser qu'à réviser. Donc voilà, malgré tout, je l'ai eu. Tout de suite du premier coup. Je pense que c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Quand je parlais d'autodidacte tout à l'heure, c'est ce que tu disais avec l'apprentissage de la vie, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. On est capable de prendre des choses et de séparer d'autres, en fait. Et manager un club de handball, entraîner des jeunes au handball, être éducateur, être animateur, être barman, être serveur, être responsable au niveau d'un restaurant, faire du marketing pour une école privée alors que on a la base animateur, on doit gérer toute l'animation d'une école, on doit gérer un planning, c'est toutes ces choses-là, en fait. J'ai appris à faire tout ça sur le tas, en fait. Et j'ai fait mes erreurs. Je les avoue, j'en ai fait énormément, ce qui est normal. Mais du moment qu'on arrive à en tirer une leçon de ces erreurs, automatiquement, on le fera différemment la fois suivante. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Et je pense que c'est ce qui me permet aussi au poste où je suis aujourd'hui. Professionnellement parlant, c'est super simple à faire, d'évoluer dans ce sens-là
personnellement, des fois on fait des erreurs, mais on va les refaire et on va encore les répéter. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas... il n'y a pas un modèle de vie en fait. Par contre, professionnellement parlant, on a quand même un certain modèle, un certain standard de vie. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'évolution est beaucoup plus simple dans ce sens-là, je pense. Et l'apprentissage de la vie, de toute façon, je pense que j'ai pas fini d'apprendre. On va encore apprendre énormément, tous. Moi plus, je pense. Mais je suis loin d'être avare d'apprendre. Je suis avare d'être assis derrière une chaise à écouter quelqu'un parler pendant des heures, mais je suis pas avare d'apprendre quelque chose. Je pense que je passe ma vie à ça en fait. Et aujourd'hui, j'apprends à connaître chaque personne déjà. Donc déjà, apprendre à connaître une personne, un client, déjà pour moi m'apporte beaucoup. Merci. T'as parlé d'erreurs. Est-ce que t'en as qui t'ont particulièrement marqué au long de ta carrière ? Oui, j'ai l'erreur que je fais à chaque fois, que j'ai tout le temps fait. Là, la répétition, c'est qu'à un moment ou à l'autre que je me sens au fond de moi que j'ai plus possibilité d'évolution dans l'endroit où je suis, parce que j'ai eu la chance peut-être d'avoir des postes à responsabilité très tôt, comme par exemple pour le Pré-Fleury, où j'étais responsable d'animation d'école, ou encore j'étais responsable dès 19 ans d'une tranche d'âge en tant qu'animateur éducateur social. Avoir des responsabilités très très tôt des fois dans des postes, quand on cherche à l'évolution, on la trouve pas forcément de suite ou du tout. Mais c'est jamais été capable de dire stop, je passe à autre chose. J'ai toujours été tourné un peu autour du pot. Je me disais faut que j'arrête. Mais en fait, il a fallu à chaque fois qu'il y a un événement précis qui fait que j'ai changé. Et on va en revenir au handball, parce que pour moi, je pense que l'effet le plus marquant, ça sera le club de handball de Vevey, où toi, t'as été capable de dire stop, on coupe, j'arrête parce que j'ai besoin d'arrêter pour ma santé mentale, parce que j'en fais énormément au niveau du club. Moi, j'ai pas été capable. Alors, il y a eu aussi un événement externe qui était une blessure. Et c'était l'excuse aussi de ma part de quitter. Moi, l'événement externe, ça a été ma rupture. Ça a été le burn-out à ce moment-là, je pense, avec tout ce qu'il y avait à gérer. Et c'est surtout qu'en fait, j'étais plus capable de penser à quoi que ce soit. Je pensais à tout se mélangeant dans ma tête. Et où j'ai dû dire réellement à ce moment-là à Christophe, qui est président du club aujourd'hui, et que je remercie encore à ce niveau-là, que je lui ai dit, écoute, il faut que tu prennes les rênes parce que j'en suis plus capable. Parce que là, je suis en train de couler. Est-ce que pour toi, du coup, ces situations que tu as vécues déjà quelques fois, c'est pour l'instant un échec ? Non, on peut pas parler d'échec parce que ça nous permet de grandir, d'évoluer et de changer. Quand je dis toujours en perspective d'évolution, on cherche toujours à être mieux. Je peux pas appeler ça un échec. Le fait que ça s'est répété, c'est que j'étais peut-être pas capable à ce moment-là de prendre des décisions claires. Ça se répétera pas ça aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, c'est clair que je travaille un peu comme un indépendant dans la société où je suis, mais aujourd'hui, si vraiment j'en ai marre, j'en aurais marre. Là, aujourd'hui, je serais capable de dire non, stop, je passe à autre chose. Je vais pas stagner dessus. Par contre, j'ai quand même ce côté un peu sécurité comme qu'on peut avoir quand on change pas de travail, travail ou de passion, ou peu importe ce qu'on peut changer, mais quand on parle de changement, on parle d'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est c'est quelque chose qui forme un homme, mais il y en a qui ont réellement peur de cet inconnu. Et pour quelqu'un qui se pose 46 000 questions à la seconde, je peux vous garantir que la peur de l'inconnu, elle est énorme. Parce que, en fait, on va plus y endormir, en fait. Et se dire, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va fonctionner les choses? Mais pourquoi je vais faire ce choix-là? Et pourquoi je le fais comme ça et pas comme ça? Et puis toutes ces questions-là qui tournent, qui gravitent, c'est dur à supporter, on va dire. Et ces questions-là, je peux me les poser très 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 souvent. Ok. Je regarde juste pour essayer de reprendre le fil. Par rapport à tout ça, du coup, tu as parlé plusieurs fois de burn-out. Ouais.
comment est-ce que tu t'en es remis? Ou est-ce que tu arrives à donner une définition? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un terme un peu galvaudé, qu'on peut assez facilement dire... C'est un terme de psy. Un burn-out, pour moi, c'est un terme de psy. Enfin, burn-out, pourquoi? C'est en fait, moi, comment expliquer? Le burn-out que j'ai vécu, moi, c'est que mon cerveau je ne contrôlais plus rien, en fait. Et j'étais plus capable de penser à quoi que ce soit. J'arrivais à un point où que je mélangeais le travail, vie privée, le handball, la passion, quoi. Et en fait, tout se mélangeait dans la tête. Et j'avais juste besoin à ce moment-là de respirer un petit peu, parce que j'allais pas bien. Et je me sentais étouffé par le tout. Donc en fait, au fur et à mesure, si je pourrais l'imager, c'est que j'étais au pied d'une falaise ou dans un trou, je commençais à tomber dans le trou. Et en fait, il y avait du poids qui se mettait en plus et qui m'attirait encore plus, qui me poussait encore plus vers ce trou, au fond. C'est-à-dire que dès que j'avais un appel du handball, je voulais même pas répondre. Dès que j'avais un truc du travail, je voulais pas le faire. Dès que j'avais un truc avec ma vie privée, j'étais submergé. Et en fait, j'avais l'impression d'être submergé par tout ce qui se passe autour de moi. Il y avait rien qui me donnait envie, en fait. J'avais juste envie de rien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de remonter un petit peu? Le burn-out, c'est tombé pendant le Covid. Forcément, tout est tombé en même temps. Et généralement, quand je vais pas bien, la seule chose qui m'aide à aller mieux, c'est le travail. Qui est paradoxal. Et en fait, que le Covid, qu'on a pu recommencer à travailler, parce que comme beaucoup de personnes, j'ai pas travaillé pendant un mois. Quand j'ai pu commencer à recommencer à travailler, j'ai recommencé à côtoyer des gens. Des nouvelles personnes de nouveau. Et en fait, le fait de rencontrer une nouvelle personne me redonnait une certaine envie, en fait. Une envie que j'avais plus, en fait. Et le fait de côtoyer une nouvelle personne donne une nouvelle raison d'aller côtoyer d'autres, et ainsi de suite. Ce qui fait que, au niveau personnel, j'ai fréquenté de nouvelles personnes, j'ai des nouveaux amis, potes, amis, ça dépend comment on peut encore catégoriser les choses, parce que, on prend toujours les choses avec les pincettes. Et au niveau professionnel, en fait, je me suis mis à 200% au travail, et puis, il y avait le poste team leader, le poste manager régional, et puis, le poste de directeur aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, toute l'énergie que je pouvais mettre ailleurs à l'époque, que ce soit au handball ou dans le privé, parce qu'en fait, dans mon privé, j'ai une vie privée, ça, je tiens vraiment à le dire, que j'ai dissocié vraiment le privé du professionnel. Mais c'est vrai que je bosse généralement le matin, je suis au boulot 8h30, dès 8h30, je suis déjà en route, si c'est pas des fois un peu plus tôt à la maison. Généralement vers 20h30, 21h. Je me permets de m'arrêter plus tôt aussi quand j'ai envie de m'arrêter plus tôt, j'ai besoin, ou j'ai des choses de prévues. Par contre, c'est clair que le week-end, au maximum, je ne travaille pas, mais j'arrive à un point aujourd'hui que je suis capable de faire la différence entre du fait que, quand je suis plus au boulot, en fait. Et à l'époque, avec le handball, c'est que, quand j'étais pas au boulot, j'étais au handball. Donc en fait, il y a toujours quelque chose continuellement à faire, et c'est ça, en fait, qui m'a étouffé. Voilà, c'est sentir étouffé ou pousser vers le banc, en fait, tout simplement. Merci. Si tu pouvais donner un conseil à toi-même lorsque tu avais 20 ans, ce serait quoi? Vive la vie à pleines dents. Mais dans le bon sens. Et au contraire, à l'inverse, dans 10 ans, Xavier, il sera où et il fera quoi? Il sera, je pense, toujours chez SwissKeys Management. Mais il y aura quelque chose à côté. Est-ce que tout au long de ton parcours, tu as eu des mentors que tu connais ou non, donc des personnes qui t'ont inspiré pour n'importe quelle raison? Je sais, tu avais posé cette question la fois dernière, je n'avais pas de réponse à te donner. Ok. Mais là, j'en ai une, en fait. Alors, vas-y. J'ai toujours dit que j'avais des relations particulières avec tous mes différents directeurs et patrons. Je te dirais que ce serait ces personnes-là, en fait. Chacune de ces personnes m'a apporté une pierre à mon propre édifice. Et en fait, c'est toutes ces personnes-là, en fait, qui m'ont montré un certain chemin d'évolution pour dire, tu peux faire mieux et tu peux encore aller plus loin. Et
Et je resterai en fait là-dessus en fait. C'est vraiment tout. Il y a 4 personnes en fait. Elles sont loin d'être connues. Elles sont connues dans ce qu'elles font et elles le font bien. Et c'est ces 4 personnes-là en fait qu'aujourd'hui qui sont été mes mentors parce que à chaque fois que j'ai bossé pour eux, j'ai toujours tout donné pour eux. Merci. Là maintenant c'est des questions, tu peux aller un peu... je te pose juste des questions sur est-ce que tu as des recommandations ou des choses comme ça, donc sens-toi libre d'explorer ou pas. Est-ce que tu lis beaucoup, pas beaucoup? Je déteste la lecture. Ok. Je déteste la lecture, ça c'est clair. Bon, il faut savoir que je suis dyslexique, donc quand je lis un livre, ça me prend beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre de base. Mais je suis pas avare à découvrir les choses. J'adore découvrir les choses. Ok, donc est-ce que tu es plutôt film ou série? À une époque, j'étais beaucoup film et série, et aujourd'hui, même pas en fait. En fait, je découvre ce qu'il y a autour de moi, et ça me suffit amplement. C'est parfait. Est-ce que tu as des choses que tu recommandes à découvrir? Aller faire un petit tour dans la nature en Suisse, ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien pour la tête, ça fait du bien pour le mental. Est-ce que tu as des lieux particuliers que tu recommanderais? Tout proche, cascade de la Pisse-Vache. Moi j'adore les ponts suspendus. J'ai le vertige, j'ai appris à surmonter le vertige avec les ponts suspendus. J'adore les ponts suspendus, donc je peux aller un peu partout qu'il peut en avoir. J'adore découvrir ça. J'adore le bruit de l'eau. Et ce que j'aime le plus, c'est les thermes. Pourquoi? Parce que je peux être posé dans un jacuzzi, fermer les yeux et m'endormir. Au moins, je me vide la tête. Parfait. Est-ce que tu as une citation qui te plaît? Citation. Mais une pause, là. Putain, les citations me plaisent. Avant de prouver aux autres ce que tu es capable de faire, prouve-le à toi-même. Très beau. Est-ce que tout au long du podcast, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose, que je n'ai pas posée? Ou un sujet que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordé? Tu n'as pas abordé tous les sujets. Le fait que tu me connaisses déjà depuis un mois fait que tu as pu m'aborder ces sujets-là. Non, pas forcément une question à poser que tu aurais pu me poser. Peut-être le fait pourquoi je suis encore employé aujourd'hui, que j'ai pas créé ma boîte, peut-être. Alors je l'avais noté, je l'ai pas posé parce que tu as mentionné à plusieurs reprises que tu voulais potentiellement faire quelque chose, mais qu'aujourd'hui ça te convenait. Donc est-ce que tu veux creuser cette question? Pourquoi tu n'as pas encore créé ta propre structure? Parce que c'est un manque de confiance en moi que j'ai beaucoup eu et que j'ai encore aujourd'hui. Avoir sa propre confiance, ça vient avec la phrase que j'ai juste avant. J'ai perpétuellement un manque de confiance en moi. Je veux toujours prouver que je suis capable de faire les choses, mais j'ai cette peur de l'inconnu. Donc voilà, c'est une frontière à passer. Il y en a qui arrivent à le passer très très tôt, d'autres il faut plus de temps, je pense. Moi aujourd'hui, je me sens capable à moitié encore, parce que je sais que j'ai quand même un peu de ce côté indépendant qui me satisfait énormément, en tant que salarié mais indépendant. Ça me satisfait énormément parce que je suis quand même libre de mes mouvements, mais d'un côté je veux quand même avoir un jour à l'autre, comme on dit, son propre bébé, et ça me travaille beaucoup dans la tête. Ça va se mûrir avec le temps. Je sais à peu près dans quel objectif je vais aller, ça c'est clair. J'en parlerai pas forcément là maintenant, j'en parlerai on découvrira peut-être plutôt par la suite, mais je sais déjà à peu près dans quelle démarche je vais suivre les choses. Ça va se un peu dans le domaine du commerce. Mais c'est vrai que cette satisfaction aujourd'hui d'avoir une reconnaissance par son propre patron, d'être libre de ses mouvements, parce que je suis quand même très très de ce que je fais, et de créer moi-même mon salaire en fait, parce que c'est moi qui le crée, je vais ce côté indépendant déjà en fait. Donc c'est vrai que ça c'est déjà très satisfaisant. Merci. Est-ce que tu aurais
quelqu'un de particulier que t'aimerais que j'interviewe dans ce podcast? Et si oui, pourquoi? Faire un podcast avec une personne particulière. Je peux en citer plusieurs, je peux en citer plusieurs. Je dirais pas forcément les noms là, parce que c'est à leur choix aussi. Donc, je suis pas forcément là parce que s'ils entendent le nom, ils vont peut-être se sentir forcés ou autre, c'est pas le but. Pourquoi? C'est parce que je pense qu'ils ont des espérances de vie qui sont aussi... moi j'ai un parcours de vie très atypique, je pense. Et il y en a d'autres aussi, il y en a beaucoup qui ont des parcours atypiques. Et ça leur permet aussi de pouvoir partager, parce que moi j'ai la chance de pouvoir, en ayant travaillé dans l'international, j'ai pu connaître des personnes un peu de différents horizons, on va dire. Et qui ont pu voyager et créer des choses à l'extérieur et puis revenir en Suisse et créer des choses. Donc il y a des choses comme ça ça peut être aussi très intéressant, je pense. Top, alors je te demanderai les contacts en privé. Est-ce que tu as un message important à faire passer? Imagine, le monde entier peut t'entendre là. Tu dirais quoi? Ça c'est ma vie privée, hein. L'homosexualité n'est pas un choix. Il faut juste être capable de s'accepter, et le jour qu'on arrivera à s'accepter et qu'on prenne des choses un peu plus à rigolade dans le monde entier, je pense que le monde sera meilleur. Merci. De rien. Je sais pas si tu veux encore laisser un message par rapport à ce que tu fais au quotidien, donc si tu veux un moment pub pour ce que tu fais de tes activités si tu veux. Donc tu peux te faire plaisir. Je suis pas trop pour des choses comme ça, mais j'irais juste, si ce que vous avez entendu par rapport à mon métier, c'est vrai que vous avez entendu beaucoup ce que moi je fais, comment moi je travaille en fait. Ma vision de ce métier-là, c'est quelque chose qui vous demande et qui vous interroge. Je dirais peut-être aller faire un petit tour sur le site swisskizmanagement.com ou swisskizmanagement, je mettrai le lien. Le lien va être mis. Sincèrement, j'écris rarement le nom du site. C'est facile à rechercher, on recherche sur Google, c'est très rapide. Donc. Et puis, voilà, vous pouvez si vous avez envie de découvrir les choses, vous pouvez automatiquement peut-être y laisser un petit message, vous pouvez le mettre directement dans son Xavier, comme ça j'aurai directement le contact et je pourrai reprendre contact avec vous si vous le désirez, tout simplement. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut t'écrire, qu'on peut te contacter? Alors, je suis à cramer des réseaux sociaux. On me retrouve sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Je suis partout en fait. Sans savoir, TikTok c'est un peu nouveau pour moi, mais j'aime bien passer ma vie à... Ce que j'adore sur TikTok, c'est cette application aujourd'hui, c'est qu'on trouve beaucoup de... on trouve beaucoup de conneries, ça c'est clair, mais il y a quand même beaucoup de choses pertinentes en fait. On peut écouter beaucoup de proverbes ou de citations qui sont très pertinentes, qui demandent à réfléchir. Je pense que je passe beaucoup de temps à écouter ça en ce moment. Et donc si vous allez là-dessus, vous n'allez pas avoir grand-chose de moi, ça c'est clair. Vous pouvez me contacter, mais voilà, je passe beaucoup de temps à espionner les citations, plus qu'autre chose, et puis à regarder beaucoup de conneries. Ça vide la tête généralement. Mais autrement sur Instagram et Facebook, oui. Alors je mettrai tous les liens. Ouais, TikTok c'est pas obligatoire. Ceux que tu me donnes. Je tiens à te remercier pour ton temps et puis la façon dont tu as partagé ouvertement tous les sujets qu'on a abordés. Merci à toi. Et à tout bientôt. Au plaisir. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi. Peu importe la façon, réseaux sociaux, Apple Podcast, sur Spotify. Maintenant, on peut aussi laisser des commentaires. Donc si vous êtes motivé, n'hésitez pas. Et à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.